grandes nouvelles des derniers jours pour ceux qui ont loupé certains épisodes. La chaîne YouTube Emma Cruzy a été supprimée. Sylvain a brûlé une petite bougie, a fait quelques vaudous. On s'est occupé de gérer nos comptes au niveau de la justice intergalactique. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment pas une perte. Je sais pas sur quoi vous allez voir cette vidéo, les amis. En tout cas, de belles nouvelles. Odyssée a enfin une application. C'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était pas évident. Donc, j'ai fait des tests et ça fonctionne plutôt bien. Donc peut-être que vous voyez cette vidéo sur Odyssée. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on a aussi un site que j'aime beaucoup, de Fils de Pangolin, qui, je ne sais pas si tu connais Sylvain, InfoVF. Ouais. Alors, tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, sur InfoVF, vous avez plein de chaînes. L'immense majorité, je les suis, je les adore. Nous, on y est aussi. En tout cas, bravo à Julien pour son travail. C'est une plateforme qui va évoluer. Évidemment, vous pouvez télécharger des vidéos aussi sur emmacruzy.com. Enfin bref, on est partout sauf sur YouTube, qui est devenu une plateforme de tuto maquillage. Bientôt, voir quelques recettes de cuisine. Nous sommes des êtres de lumière. Oui, il y en a qui sont quand même un peu plus lumineux que d'autres. Hein. Est-ce que ça te parle quand on dit ça, Sylvain? Tu comprends ce que ça veut dire, un être de lumière? Oui, je comprends. Je sais qu'on a des vibrations. On est à 430 ou 442 ou 440 MHz, ça, comme une corde de guitare. Mais c'est ça, pour moi, ça touche pas à grand-chose de concret. Disons, je sais pas ce que ça change si je vibre à 442 ou 440. Ouais. Peut-être que je sonne faux à 438. J'ai entendu que le Québec était le laboratoire pour voir les réactions des gens au niveau de la psychiatrie et comment on arrive à manipuler les gens. Ah oui? Je sais pas pourquoi ils sont venus ici. Parce que, sincèrement, là, les gens sont particulièrement sains d'esprit. Comment ça va au Québec? Vous avez le droit de faire quoi maintenant? Pas grand-chose. On peut se moucher, se curer les oreilles. Vous devez être au lit à quelle heure? Ça, c'est la belle partie. J'adore le confinement et le couvre-feu depuis que j'ai ma copine. C'est comme j'ai la défaite parfaite. Je dépense pas au cinéma, je dépense pas au resto. On reste confiné. Ah ouais? J'avais pas pensé à ça. En fait, les gens qui se mettent en couple, pour les mecs, c'est génial, là. C'est génial. On Zéro est à la dépense. Maison, puis on est confiné, puis on dit, désolé, on peut pas sortir. C'est cool, on va faire la partie 2 du chapitre 2, on rentre dans le vif du sujet, là. Hein. Oh, dans le vif du sujet, dans l'antre du limon. Est-ce que tu as des choses à dire spéciales avant qu'on commence, ou je peux y aller d'un coup, d'un seul? Non, on peut y aller. On n'a pas de conneries à dire. T'as pas de bêtises à faire aujourd'hui, Sylvain? Mais surtout qu'il a déjà tout fait. Il a fait le patineur artistique, t'as fait le danseur. Ok. Ma palette est plus large, là. C'est juste sur le moment. Regarde, t'as vu, il a... Non, mais si tu sais plus rien faire, Sylvain, tu le dis, puis on arrête là les génériques. Hein. Ah, peut-être que je peux faire ça. C'est comme ça que les Amérindiens s'appellent entre eux. Ah, merde! Il vient les tomber. Bon, en même temps, comme on va plus nulle part, on sort plus, on trouve que c'est génial ce que tu es en train de faire. Tu me dis quand tu es prêt. Pascal, quand tu veux. Prêt. Everybody's okay? Everybody's ready. Ok. Bonjour les amis, ça me fait extrêmement plaisir de ressauter dans l'univers de la déprogrammation. Salut Sylvain. Bonjour les amis. Copieur. Ben là, c'est toi qui l'as dit, puis ça me faisait penser à une émission jeunesse quand j'étais jeune. Bonjour les amis. Bon, je te demande pas comment tu vas, hein, t'as la pêche. Ça va bien. Ah oui, la pêche, comme d'habitude. On a un petit peu débriefé avec Sylvain, il est 10h du matin chez lui, il sort de sa douche, sa coiffeuse est bientôt de retour. Je vous rassure les amis, on va pas perdre de vue Sylvain derrière sa chevelure qui ne fait que grandir de semaine en semaine. Là, c'est pas tout que ma coiffeuse soit revenue de voyage maintenant, il faut que je puisse avoir un rendez-vous parce que en arrivant, je pense qu'il y avait une filée devant sa porte déjà. C'est l'horreur. Aujourd'hui, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, les amis, avec la deuxième partie du chapitre 2, puisqu'on a coupé ce chapitre en deux parties. Sylvain a proposé de faire comme ça. C'était effectivement très bien de prendre le temps de mettre quelques points sur les i concernant les théories de la conspiration dont on a évoqué la dernière fois. Donc, je suis vraiment... hyper heureuse qu'on mette les pieds tout de suite dans la deuxième partie parce qu'on ne va pas traîner. On est extrêmement nombreux à avoir envie que tu nous racontes. Maintenant, c'est 3 pôles. Alors,
Par où on va commencer cette deuxième partie du chapitre 2, Sylvain? Tu nous parles de 3 grandes choses, Oui, du groupe Bilderberg, oui, CFR, donc oui. Commission en relations étrangères et la commission trilatérale. On commence par quel bout? On va commencer par le CFR parce qu'on va y aller en ordre chronologique, dans le fond, d'apparition dans notre histoire de l'infamie. Donc, en fait, c'était pas pour rien que je pense qu'il fallait qu'on fasse le point sur les théories de la conspiration parce que, évidemment, là, on va commencer à rentrer dans une des plus grandes conspirations qui n'est pas une théorie, mais qu'on essaie toujours de faire passer comme une théorie, c'est-à-dire qu'on va parler du gouvernement dans l'ombre, de shadow government. Puis en fait, c'est que aux États-Unis, il faut comprendre que, on le dit avec le système électoral, au fond, tu votes toujours pour une des deux têtes du même monstre. Mais ce monstre-là, dans le fond, c'est le gouvernement dans l'ombre. C'est le réel gouvernement qui va déterminer l'agenda, les grandes décisions et qui va les imposer au gouvernement à travers soit son lobbying ou tout simplement directement parce qu'ils n'ont pas envie de négocier avec ça. Donc, c'est qui, dans le fond, le shadow government? Ben, c'est plusieurs choses. Tout ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire un paquet de fonctionnaires qui travaillent dans tous les départements, que ce soit dans les banques, au Congrès, tout ce qui est appareil gouvernemental, ben, le deep state, c'est ça. Leur armée à l'intérieur des États-Unis, c'est la CIA et le FBI. OK? Et ces deux organismes-là, dans le fond, ben, premièrement, le FBI est un département de la CIA. Ça, il faut le comprendre. Et la CIA prend tous ses ordres du CFR. OK? Le CFR, qui est le Council on Foreign Relations. OK? Qui est là, le Council on Foreign Relations? C'est, en fait, les banquiers. C'est tous les magnats des industries, des médias, plusieurs hauts commandements militaires, les industries militaires sont tous représentés, beaucoup de gens, les médias, mais il n'y a pas juste la télévision, les journaux sont représentés à l'intérieur de ça, même la production cinématographique est représentée à l'intérieur de ça. Il y a même des types comme George Clooney, qui est membre du CFR quand même, il faut le faire, auprès de tous les moguls des banques et tout ça. En fait, c'est une société, bon, premièrement, ça existe depuis 1921. Ça a été créé en 1921. Le but était quand même assez clair et ils savaient ce qu'ils voulaient faire avec ça et où ils voulaient en venir, c'est-à-dire de créer un organisme où ils vont tous se réunir, décider et imposer au gouvernement. À l'époque, en 1921 aussi, il faut comprendre qu'on était entre deux chaises pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'on était entre les deux guerres mondiales. On avait préparé l'Allemagne pour s'assurer d'en avoir une deuxième. Et donc, en 1921, ben, les grandes industries américaines et les banques américaines ont commencé à financer le régime nazi pour s'assurer qu'on va avoir une grosse guerre et on va aller détruire l'Empire britannique. Pourquoi? Parce que les États-Unis, à ce moment-là, savaient qu'ils étaient pour prendre le contrôle de ce qui était pour s'appeler le New World Order. OK? Donc, il était primordial, je te dirais, que ces gens-là puissent se réunir ensemble et pouvoir faire de manière collégiale, prendre des décisions et les imposer. Donc, le CFR a été créé en 1921. Dans les premiers membres, en 1926, on a les deux frères Dulles. Donc, là, on commence à rentrer dans le fond tout ce qui est vrai complotistes, là, les vrais comploteurs, en fait, là, de la vérité. Ceux qui vont changer à peu près tout le narratif du 20e siècle et qui va faire que ce qu'on connaît du 20e siècle est presque complètement faux et que eux, ce qu'ils faisaient en réalité, c'était tout caché, OK, par rapport à ça. Donc, les frères Allen et John Foster Dulles, qui lui va être carrément à l'intérieur des gouvernements pendant très longtemps. Allen va prendre la tête de la CIA en 1947 aussi. Et
c'est là qu'on voit que, et les membres ont commencé à s'ajouter, là, à partir de là, les médias, ça a commencé déjà parce que la télévision était pour s'en venir bientôt. Là, on en était encore aux radios, aux journaux, mais la télévision était à une vingtaine d'années là, de faire son apparition. Donc, ça a été un organisme qui a été vraiment important pour commencer à prendre le contrôle du gouvernement, mais de manière cachée, dans l'ombre, tout ça. Et c'est toujours avec une vertu, disons. On se dit tout le temps qu'on est comme quelque chose de très, on dit legit, on dit de légitime, en fait. OK? Ben oui. Et oui, c'est ça. Tu sais, on va faire un beau magazine qui va s'appeler le Foreign Affairs, puis on va publier des beaux trucs sur la géopolitique et tout ça. Et on se montre toujours vertueux, patte blanche et tout ça. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Et ça, faut comprendre aussi que pendant plusieurs années, c'était tellement une société secrète qu'il n'y a personne qui en parlait nulle part. OK? Donc, c'est avec le temps que les gens, dans le fond, ont fini par comprendre ce que c'était et en tout cas un peu plus que c'était, puis que ça existait aussi. Parce que ce qui est arrivé aussi, c'est que après quelques années quand même, le CFR a décidé de faire écrire un peu la biographie de ses faits d'armes. Et c'est là qu'ils ont fait rentrer Carol Quigley à l'intérieur du CFR pour étudier tous les dossiers et écrire une belle biographie. Par contre, comme il a été horrifié par ce qu'il a trouvé, il a écrit Tragedy and Hope, qui est vraiment un ode important à la compréhension de ce qui se passe encore aujourd'hui actuellement. Parce que, dans le fond, le plan est le même et il l'avait dévoilé, c'est-à-dire les banques veulent prendre le contrôle de la planète. Et c'est tout. Et le CFR, dans le fond, n'est qu'un outil pour arriver à ça, pour imposer la volonté. Donc, attends un peu, je prends une petite puff. Dans ton livre, tu nous parles de plusieurs noms qu'on connaît aussi, qui sont liés au CFR. Tu nous parles de... Bon, alors là, est-ce que c'est plus tard Ouais. JP Morgan, Rockefeller? Il y a aussi des noms comme Obama et Clinton. Oui. Ben, ils se sont tous retrouvés là. Et faut dire que normalement, les politiciens sont en conflit d'intérêts s'ils sont en poste au gouvernement. Ils ne peuvent pas être membres du CFR en même temps. Mais la réalité, c'est que c'est pratiquement des vases communicants ou à peu près. D'ailleurs, il y a eu un aveu de ça. Dick Cheney, qui était au fond de Richard Cheney, là, qui était sous George Bush, qui était son conseiller aux affaires étrangères, je crois. Et Dick Cheney, lui, après son mandat, ben, premièrement, il a été pris dans tous les conflits de Halliburton là, en Irak là, pendant la guerre d'Irak, tout ça, où sa compagnie a fait plein de pognon, puis au fond, c'est lui qui donnait via le gouvernement des contrats à sa compagnie où il était actionnaire, puis il recevait du fric. Là. Donc, Cheney, déjà, c'était quelqu'un qui n'était pas très clair. Là. Mais en plus, Cheney, après le mandat de Bush, quand il est sorti de là, il s'est retrouvé devant le CFR. Et on peut même écouter la conférence sur YouTube. Peut-être qu'elle n'est plus sur YouTube parce que YouTube n'aime pas ces trucs-là. Mais on pouvait écouter Dick Cheney dire devant le Council of Foreign Relations que au fond, il était resté membre tout le long. Il l'avouait lui-même alors que c'était un conflit d'intérêts complet. Mais évidemment, on peut voir aussi avec les dernières élections américaines qu'on n'est jamais à court d'arrogance par rapport à la violation de tous les droits et de toutes les libertés de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, peuvent pas faire. Donc, Dick Cheney était resté membre, mais c'est la même chose, tu sais. Obama va aller faire des speeches devant le Council on Foreign Relations alors qu'il était président. Et il y en a plusieurs comme ça. Quand Kennedy fait son speech en 1963 sur les sociétés secrètes qui sont au pouvoir, il y en a beaucoup qui en ont entendu parler parce que JFK est un des rares à avoir mentionné ça. Ben, il parlait de ça. En fait. Il parlait principalement du CFR et à l'époque, il parlait aussi du deuxième groupe qu'on pourrait amener, c'est-à-dire le groupe Bilderberg, qui lui est arrivé en 1954.
En Mais 1954, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, suite à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, le groupe Bilderberg est différent des deux autres quand même. OK? C'est que ce qu'on fait, le groupe Bilderberg, ce n'est pas que des Américains. OK? Ça va réunir aussi des personnages importants en Europe et même parfois en Asie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ou en Amérique du Sud et tout. Dans le fond, Bilderberg, c'est pas un club. OK? C'est-à-dire, c'est un club, mais tu n'as pas de membres réels. C'est toujours, dans le fond, c'est un rendez-vous, un happening, qu'au début, on va faire à tous les 4 ans, comme les Olympiques, parce que probablement qu'ils se pensaient aussi important que les Olympiques, mais en fait, il y était plus. Et puis après ça, ça c'est selon les besoins, ils ont ramené à 2 ans les rencontres, et après ça, même à 1 an annuellement. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est au groupe Bilderberg qu'on va façonner l'agenda. OK? L'agenda géopolitique de ce qui s'en vient, l'agenda économique de ce qui s'en vient. Le groupe Bilderberg va aussi souvent choisir le prochain président. On se rend compte aux États-Unis que ceux qui sont devenus présidents souvent avaient été invités à une rencontre Bilderberg avant leur mandat. Donc, on prépare, c'est au groupe Bilderberg qu'on va préparer les prochains présidents américains, s'entend. Donc, ça inclut tout le monde. Puis évidemment, bon, ça a été fondé par un ex-nazi, pro-nazi, c'est-à-dire qui était le prince Bernard de la Hollande des Pays-Bas à l'époque. Et lui était très, très proche des nazis. Et on a eu quelques nazis qui se sont présentés d'ailleurs, quelques ex-nazis qui sont présentés dans le groupe Bilderberg parce qu'on sait que les nazis étaient d'excellents comploteurs. Donc, le but étant toujours de fixer l'agenda géopolitique. Qu'est-ce qu'on fait dans les 4 prochaines années? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et à qui on obéit? À qui obéit le groupe Bilderberg? Au fond, c'est encore la même chose que dans le cas du Council of Foreign Relations, c'est qu'on est lié aux banques internationales. Tout est lié toujours à ça parce que tout le pouvoir se retrouve là. Et les banques centrales, les grandes familles bancaires qui sont, tu sais, on dit pas milliardaires, il y en a qui sont trillionnaires là-dedans, là, parce que les dettes entières de pays leur sont dues. Tu sais. Évidemment, ils ne sont pas dans les listes parce que ça serait trop horrible dans les listes des 500 plus riches, là, mais ils sont comme beaucoup plus hauts que les 500 plus riches, là, ces familles-là. Mais c'est eux autres qui vont, au fond, prendre toutes les décisions. OK? Et donc, le groupe Bilderberg comprend très bien que son agenda est un agenda globaliste, mondialiste. Donc, toutes les décisions qui vont se prendre là, c'est dans le but de asservir des pays qui sont libres ou en tout cas qui veulent pas obéir aux lois du mondialisme et du globalisme. Donc, tu sais, dans le cas, le Bilderberg en 1954, bon, ben, qu'est-ce qu'on a pris comme décision? Ben, on a probablement parlé du Congo parce que le Congo était un pays libre, surtout avec Lumumba quand il est arrivé. Et surtout, il commençait à folâtrer un peu avec l'URSS au niveau de ses ressources naturelles parce que l'URSS offrait des choses. Donc, on s'est dit, ben, il va probablement falloir détruire le Congo, là, le gouvernement du Congo dans les prochaines années. Donc, comment on s'y prend? Ben, à ce moment-là, tu vas inviter des gens qui vont faire partie de l'opposition au Congo. Et tu vas les inviter au groupe Bilderberg pour leur dire, voici ce que vous allez faire, voici comment on va vous aider et voici comment on va prendre le contrôle de l'économie. Et il s'agit d'aller inviter, pour pouvoir les coordonner, tous les gens clés de ce qui va te servir à faire un complot, à détruire un gouvernement, renverser un gouvernement, peu importe. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. Après ça, les ordres vont être donnés. Le groupe Bilderberg, au fond, c'est qu'il va écrire ton menu, mais il ne fait pas de cuisine, lui. Il va écrire ton menu là, pour les 4 prochaines années. Mais là, après ça, c'est distribué à travers tous les organismes qui vont devoir faire la cuisine, cuisiner le plat. Donc, Sylvain, oui. Combien il y a de personnes dans une réunion Bilderberg à peu près? Dans la petite sauterie, là.
Ben, il y a eu des meetings complètement différents, mais on parle généralement, je pense, d'une cinquantaine, soixantaine de personnes, là, en gros, d'après ce que j'ai vu. Il y a des gens qui ont été là, c'est important de le dire, il n'y a pas de membres, mais il y a des gens qui ont été là presque depuis toujours. David Rockefeller, avant de mourir, il y a 4 ans, dans le fond, David Rockefeller, je pense, n'avait pas manqué une seule réunion du groupe Bilderberg depuis 1954. Là. Il était à la première, d'ailleurs. Puis, on sait que David Rockefeller était le maître complotiste par excellence. Okay? C'est le gars qui complote, qui a comploté le plus à travers la planète depuis 1954. Pourquoi Rockefeller plus que les Rothschilds? Ben, en fait, c'est que, évidemment, l'Empire américain avait pris le dessus sur l'Empire britannique en 1944, ce qui fait que les complotistes les plus importants étaient américains à partir de là. Donc, on parle de lui, on parle de Henry Kissinger. Henry Kissinger qui a été sous Nixon et même Gerald Ford qui a été secrétaire d'État est un personnage là, important, mais hyper important au niveau de tout ce qui s'est passé du complotisme à partir des années 60 jusqu'à même aujourd'hui. Parce que le vieux Kissinger est encore vivant, a encore une compagnie dans laquelle il offre ses services de scripteur de complot, je crois, ou quelque chose comme ça. T'sais, en gros, c'est des services qui appellent Conseil sur les relations étrangères, mais en réalité, il va te donner un menu ou un mode d'emploi pour aller faire la bisbille dans un pays qui n'obéit pas ou qui n'obéit plus. T'sais. Et donc, Henry Kissinger a été là très, très, très longtemps aussi au groupe Bilderberg, presque tout le temps. Il y a Zbigniew Brzezinski, qui son nom est super facile à prononcer, mais et encore plus facile à écrire. Mais Zbigniew est un des grands complotistes aussi du 20e siècle. Lui a écrit un livre qui était sur le grand échiquier, là, et un livre extrêmement prétentieux, truffé d'erreurs historiques, parce que bon, le gars se prend pour Gengis Khan et invente à Gengis Khan des stratégies militaires que même Gengis aurait fait. Ah oui, j'ai fait ça, moi. Et donc, Zbigniew invente un paquet de trucs. Mais il parle beaucoup justement de toute la géopolitique et l'importance de prendre contrôle de l'Eurasie, l'importance de prendre le contrôle de la Russie et en fait ceindre la Russie pour pouvoir l'isoler parce que c'est évidemment le grand ennemi du World Order depuis toujours, peu importe qu'il soit britannique ou américain, la Russie c'est toujours ou à peu près interposé. Donc, tu sais, tous ces gens-là, là, c'est des maîtres complotistes. Mais j'ai dit, les Rothschild avaient perdu un peu de l'importance. C'est vrai, mais ils étaient quand même, pour la plupart du temps, très bien représentés au groupe Bilderberg, là, pareil comme avec les autres, où ils allaient manger du homard avec leurs copains. Là. Sylvain, quand tu dis complotiste, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent quand même, et d'ailleurs c'est pour ça que je te demande juste de me confirmer, le mot comploteur, oui. Parce que maintenant avec tout ce qui se passe, tu sais, tout le monde se traite de complotiste. Oui, c'est ça. Là, pour être bien sûr qu'on a bien compris, tu parles de comploteurs. Oui, en fait, c'est plus des comploteurs, mais je veux dire, comme le mot complotiste est créé à partir de rien aussi, ou un bout de ficelle de cul qu'on dit, ben, je veux dire, le mot complotiste, pour moi, ça prête aussi assez bien à eux. Ce sont les gens qui complotent pour vrai. Et ce sont des gens qui sont toujours en train de manipuler les politiciens, l'armée, les services secrets, sont toujours en train, les médias, très importants, les médias, sont toujours en train de contrôler tous ces gens-là pour monter des scénarios et arriver à leur fin. Donc, le groupe Bilderberg, dans le fond, si vous voulez savoir ce qui va arriver dans les prochaines années, parce que, encore là, le groupe Bilderberg, je fais une parenthèse, le groupe Bilderberg a été longtemps comme une théorie du complot. Tu sais, c'est très, très, très secret là, pendant longtemps. Et maintenant, on sait un peu plus qu'est-ce que c'est, quand ils tiennent leur réunion, où ils tiennent leur réunion, bien que tout le monde qui va aux réunions ne peut pas enregistrer quoi que ce soit, dévoiler quoi que ce soit qui s'est dit sur les réunions. Aucun journaliste n'a aucun accès, mais il y a des gens maintenant qui surveillent les groupes Bilderberg et qui peuvent dresser la liste des invités.
simplement en les voyant débarquer de leur limousine. OK? Et donc, à chaque année, on peut savoir maintenant depuis assez longtemps qui a participé à quel groupe et tout ça. Et quand on en a la patience, ben, on peut regarder la liste des invités et on peut rapidement deviner ce qui va se passer dans les prochaines années. OK? Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait qui a été invité, donc où on va mettre notre énergie, tout ça. Tu sais. Nous, ici au Québec, dans le fond, il y a 2 personnalités qui ont participé à 2 ou 3 des derniers Bilderberg. Tu sais. Dominique Anglade, qui est chef de l'opposition libérale. Et il y a aussi Michael Sabia, qui était à la tête de la Caisse d'investissement et dépôt. Là. Donc, et eux, ben, en fait, la Caisse d'investissement est en train de monter une espèce de train urbain électrique pour relier tout Montréal avec tous les environs, tout ça. Clairement, quand tu regardes ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on essaye de couper complètement la consommation de pétrole partout en confinant entre les régions, bloquant les régions, en tuant le transport aérien. Donc, ce qu'on veut, et évidemment, on veut aussi que tout le monde roule dans des trucs électriques. Et clairement, on est en train de faire une transition et on y met une grande importance pour qu'on ait des transports en commun électriques. Okay? Et évidemment, eux ne se contentent pas d'établir une espèce de réseau parce que ça, c'est connu, mais ils essayent de l'imposer de toutes les autres manières. Puis Bilderberg va dire quoi faire pour s'assurer que personne ne puisse arrêter ce projet-là d'aucune façon. Tu sais. Et évidemment aussi en invitant 2 fois Dominique Anglade, qui est dans le fond, qui est à la tête du Parti libéral, qui est dans l'opposition, ben on peut comprendre que le gouvernement présentement de la CAQ, de Legault, est une espèce de transition. Je pense que je pense que ce parti-là, qui est un parti récent dans le fond, a été créé pour faire ce qu'il est en train de faire en ce moment pendant la fausse pandémie. Et que, donc, on va rapidement passer quand toute cette période-là, qui est une espèce de porte d'entrée vers l'agenda 2030, là, on est vraiment dans une préparation, c'est une étape, là, au fond, on est dans le portique. Bien, à ce moment-là, après ça, on va passer aux autres choses et c'est là où l'opposition libérale va prendre le pouvoir probablement et on va continuer avec ce qui a déjà été préparé au groupe Bilderberg. Donc, c'est le fun parce qu'au fond, là, il nous donne presque le mode d'emploi sur ce qui va arriver dans les prochaines années. Donc, Bilderberg fait le menu, puis passe aux autres. OK. Et avais-tu une question sur Bilderberg ou je continue? J'en ai tellement, mais tu sais, moi, je note au fur et à mesure et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. En fait, juste avant que tu parles de la commission trilatérale, ouais. J'étais juste en train de me dire, c'est fou parce que ce projet de trilogie de livres que tu fais, ouais. il prend tout son sens et je pense que ça n'aurait pas été complet s'il n'y avait pas eu 3 livres. Oui. Parce que si on comprend l'histoire, uh-huh. on comprend beaucoup mieux des programmations. Parce que oui. Guerre et mensonges, donc les amis, peut-être que vous ne l'avez pas vu, allez les voir, les capsules vidéo, il y en a 17. Hein, les liens sont tous dans les descriptifs de chaque vidéo. En fait, quand on comprend déjà ces 200 dernières années d'histoire, tu fais des clins d'œil sur tout ce dont on parle maintenant là. Mais quand on comprend justement pourquoi on fait une guerre, à qui ça rapporte, hein, tu nous as parlé énormément des banques privées. À aucun moment dans les cours d'histoire, on nous a expliqué ça sous l'angle économique, les familles de banques privées. OK, créer des richesses de toutes parts. Tu nous as parlé des accords de Bâle qui permettent, et ça, personne ne le sait quand on ne va pas fouiner dedans. Personne ne nous a dit, quand on était enfant, bah, en fait, moi, je suis une banque, je peux te prêter 100 francs même si je ne les ai pas. Je peux te prêter 1000 francs même si je ne les ai pas. Et en fait, il y a plein de gens qui sont encore dans l'utopie, déjà de l'État-providence, on crée des richesses, surtout maintenant avec cette histoire de Covid, les revenus universels, etc. Enfin, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais on se rend compte avec Guerre et mensonges déjà à quel point on nous a pris pour des crétins depuis des lustres.
en créant des guerres. Et nous, comme des gens normaux et sains d'esprit, on se dit, les pauvres pays attaqués, il y a un perdant, il y a un gagnant. Mais en fait, derrière, il n'y a que des gagnants quand on se positionne du côté des banques privées. Et après, maintenant, ce que tu es en train de faire avec nous dans toutes ces capsules de la déprogrammation, c'est nous expliquer comment on crée l'information. Oui. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on peut voir ce qui s'est passé, parce que maintenant, nous, on assiste à un tournant de l'histoire. Oui. Jamais ça s'est passé comme c'est en train de se passer maintenant. Et grâce, malgré tout, à la technologie, on arrive à faire des vidéos, on arrive à se rencontrer. Toi, tu es au Québec, moi, je suis en Suisse. On peut faire quand même des contenus qui sont forts. Et tu nous expliques à des centaines de milliers de personnes comment on crée l'information pour nous vendre des concepts qui sont concoctés dans des menus. Donc là, tu nous parles du groupe Bilderberg, qui ne cuisine pas, mais en gros, qui file la recette à tout le monde. Oui, mais c'est vraiment ça. Voilà. Et en fait, notre histoire, elle est déjà plus ou moins écrite. Et juste, voilà, où j'aurais juste une question, parce que ça, je me suis posé la question. Souvent, j'entends des gens, je lis des commentaires de gens dire, oui, mais en fait, on n'est que des pions sur des échiquiers. Et toi, dans ton livre, Sylvain, tu dis, mais en fait, le citoyen lambda, il n'est même pas sur l'échiquier. Non, c'est ça. Il n'est même pas là. Non. Est-ce que tu peux juste nous dire sur l'échiquier qui oui. Oui, en fait, regarde, c'est peut-être un bon moment, avant de passer à la commission trilatérale, dans le fond, c'est peut-être un bon moment pour un peu se rappeler de l'organigramme. OK? Et l'organigramme, c'est ça. C'est en haut, tu as les banques centrales. OK? Tu as les banquiers, les banques centrales, l'abri, qui est, comme j'aime dire, même dans le livre, qui est la truie de tous les porcelets, qui sont toutes les banques centrales de tous les pays du New World Order, au fond. Donc, c'est eux qui vont décider. Ils ont une armée qui s'appelle l'OTAN. OK? Ces banques-là sont directement en lien avec l'OTAN et l'OTAN va faire ce que les globalistes, OK? Parce qu'eux ont une idéologie globaliste, c'est-à-dire qu'ils veulent dominer la planète au complet, économiquement, politiquement et socialement. Donc, ils veulent dicter les règles partout. L'ONU était une tentative, même la Société des Nations à l'époque, la première dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, c'était une tentative de gouvernement mondial qu'on a essayé d'instaurer. Ça n'a pas fonctionné, on l'a laissé tomber après la Deuxième Guerre mondiale et on est arrivé avec l'ONU. Donc, l'ONU était aussi une tentative de gouvernement mondial. Mais il y a encore des pays qui refusent d'obéir. C'est vraiment comme le complexe d'Astérix. Il y a encore les Gaulois irréductibles qui sont généralement les mêmes en Russie. Mais il y a quelques pays aussi qui s'interposent et il y a des pays qui rentrent puis qui sortent. Si on regarde, on a créé aussi la CIA en 1947. Donc, la CIA en 1947, au début, c'était pour remplacer l'OSS. OK? Ça, dans le fond, c'est les services secrets qui sont aussi sous le contrôle de nos banques. OK? Donc, et la plupart des services secrets sont reliés à la CIA. La Mossad, le MI6 britannique, les services secrets français, c'est tout relié et tout, ça appartient tous à la même chose. Ils vont tous obéir à la même idéologie globaliste. OK? C'est la même chose, c'est du deep state au fond, ces gens-là. OK? Puis là, si on descend après, tu as l'ONU qui est à côté. OK? Mais les organes de l'ONU, c'est la même chose, c'est qu'à ce moment-là, comme dans le cas de la médecine ou de la science, tu as l'OMS. L'OMS va chapeauter toutes les santé publiques de tous les pays. Ce qui fait qu'un banquier en haut peut dire vous allez tous porter des masques à l'OMS. L'OMS distribue ça aux santé publiques de tous les pays. Il y a des ententes signées. Donc, si ta santé publique de ton pays a signé une entente avec l'OMS, là, tout le monde se retrouve à porter des masques. Sylvain, je crois qu'à part ça, on pourra quand même développer un support psychologique parce que je suis en train de me rendre compte pour les personnes. On a quand même l'écrasante majorité des gens qui regardent nos vidéos sont des personnes qui sont quand même entraînées à remettre les choses en question. Ouais. Mais quand tu arrives, que tu sors de ton gros dodo et que tu arrives dans tous ces concepts-là, ou à la limite que tu reçois pour ton anniversaire la trilogie de Sylvain Laforest. Oui, c'est ça. La claque, ça gueule. Mais en fait, c'est ça, c'est que tous tes repères, ils tombent. Tout ce que tu as appris dans les, on va dire, dans les lignes les plus fondamentales,
de tes piliers de vie, c'est loin. Ouais. Et là, tu nous parles de ce gouvernement dans l'ombre. Alors déjà, dans la déprogrammation, le premier chapitre, tu nous parlais de la programmation, de tout ce qu'on a mis dans ce qu'on pense être le système électoral, on vote, oui, ça sert à quelque chose, la démocratie, tout le tralala. Et là, en fait, dans le chapitre 2, ce que tu nous dis, surtout dans cette deuxième partie qu'on évoque maintenant, c'est que, en fait, ceux qui décident, on ne les connaît pas. Enfin, on ne les connaît pas quand on ne s'y intéresse pas. On les connaît peu. Alors maintenant, j'aimerais te demander, qu'est-ce que c'est cette commission trilatérale? Parce qu'on en a un petit peu parlé dans Guerre et mensonges, mais à quoi ça sert dans la fabrique de l'info? Ben, en fait, si on regarde, ça a été le CFR, donc pendant très longtemps, qui menait toutes les opérations de complot aux États-Unis, qui prenait toutes les décisions et qui les refilait au gouvernement. Et si on regarde à partir du moment où Allen Dulles, dont je parlais tantôt, à partir du moment où il a pris la tête de la CIA en 1950, 3 ans après la création, bien, la CIA s'est mise à renverser des gouvernements un après l'autre. Et ça, c'était tous les gouvernements qui n'avaient soit pas une banque centrale reliée à la truie, ou c'était des pays qui refusaient qu'on laisse exploiter leurs ressources naturelles par des compagnies étrangères. C'était des gouvernements qui refusaient d'imposer leurs citoyens pour qu'on puisse verser ça après à des banques sous forme d'intérêts et de dettes créées par les banques privées. Donc, on s'est mis à partir de 1950 à renverser tout le monde. On peut regarder le cas rapidement, là, le cas type de 1953, dans le fond, Mossadegh, qui était renversé en Iran, était quelqu'un qui était un nationaliste, qui avait nationalisé le pétrole du pays et tout ça. Et rapidement, ben, on l'a renversé parce que on voulait imposer les compagnies britanniques et américaines de pétrole pour aller chercher ça là et qu'eux en profitent plutôt que le peuple de l'Iran. Donc, ça a été un grand renversement fait par qui? La CIA, faite par des gens de l'OTAN. Même, ce qui est assez amusant, c'est qu'un des meneurs de l'opération, c'est un gars qui s'appelle Norman Schwarzkopf. Ben, Schwarzkopf, dans le fond, était le général en charge de la première guerre contre l'Irak en 1991 et 92. C'est lui qui était en charge de toute l'opération Desert Storm, je crois, à l'époque. Ou la guerre du Golfe, quelque chose comme ça. Mais c'est lui qui avait renversé le gouvernement Mossadegh à l'époque en Irak. Évidemment, quand on rentre, puis après ça, bon, il y a eu le Guatemala, il y a eu le Congo, puis ça n'a jamais arrêté, là, un après l'autre, à tous les années ou à peu près, il y avait des renversements de gouvernement comme ça pour, dans le fond, les faire entrer dans le New World Order. Donc, pour les mettre au pas, pour mettre en place un gouvernement qui était pour faire exactement ce qu'on lui dit de faire et endetter les citoyens qui doivent, avec leurs impôts, après repayer les intérêts sur des faux emprunts qui sont faits avec de la fausse argent. Et c'est toujours le même schéma là, qui se reproduisait un après l'autre. Mais ces opérations-là demandent beaucoup, beaucoup de logistique. Et on s'est aperçu, dans le fond, vers la fin des années 60, que ça devenait compliqué pour le CFR, un seul organisme, au fond, de prendre charge de tout ça. Parce que on a commencé aussi à se rendre compte qu'il n'y avait pas juste du complot militaire ou économique à faire, mais il y avait du complot industriel à faire. Il y avait, en fait, il fallait installer aussi un régime technocratique dont on parlait depuis les années 30 déjà. Il y avait... les médias prenaient beaucoup, beaucoup d'importance à partir des années 60 aussi, parce qu'il y a une multiplication des médias qui se fait à partir des années 70. Donc, ce qu'on a décidé de faire, au fond, David Rockefeller, maître comploteur et notiste, mais David Rockefeller a décidé de scinder, dans le fond, ce qui était le CFR et a fondé aussi avec Zbigniew Brzezinski, notre autre ami plein de consonnes dans son nom, ont cofondé la commission trilatérale. Et à partir de là, au fond, c'est que nos deux princes du pognon ici
sont devenus le gouvernement dans l'ombre. C'est les deux organismes qui se séparent et ils ont chacun leur spécialité et bon, évidemment, ils se coordonnent, là, mais ils ne touchent pas aux opérations de l'autre ou à peu près. OK? Donc, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, si on regarde comment ça se passe et qui est membre de qui, au fond, c'est que toutes les opérations qui touchent le militaire, la géopolitique et surtout les médias, parce que c'est très, très près de la CIA. Évidemment, la CIA est mêlée dans tous les médias partout. Ben, c'est le CFR qui a gardé tous ces pans-là. OK? La commission trilatérale, elle, est devenue, a pris en charge toute la technologie, toutes les sciences, l'économie. Maintenant, toutes les pharmaceutiques et tout ça, c'est entre les mains de la commission trilatérale. Toutes les décisions vont se prendre à travers ça. Et tu avais évidemment David Rockefeller qui a été longtemps à la tête des deux. Mais il y a quelques gens qui sont transfuges entre les deux, là, qui sont présents dans les deux. Henry Kissinger était présent dans les deux très, très longtemps aussi. Mais ils ont vraiment chacun leur spécialité. Puis tu sais, c'est assez intéressant parce que ici, au Canada, on a eu un traité de libre-échange, dans le fond, qui a été signé dans les années 90 avec les États-Unis. Et c'était Brian Mulroney qui était premier ministre du Canada à l'époque. Tout ça, ben, Brian Mulroney est un membre de la commission trilatérale. Et je pense que c'est Clinton avec qui il avait négocié ça, et Bush aussi, ont été membres ou sont encore membres de la commission trilatérale. Donc, on se rend compte que le traité de libre-échange qui était supposé de se faire entre deux gouvernements s'est fait dans les bureaux de la commission trilatérale, au fond. OK? Et c'est là que les vraies décisions sont prises. Fait que, donc, on a vraiment, ça c'est le gouvernement dans l'ombre, c'est le réel gouvernement américain qui est derrière tout. OK? Et ça dure comme ça depuis les années, depuis la création en 73 de la commission trilatérale. Ce qui est important aussi de savoir, parce que ça nous touche beaucoup aujourd'hui, c'est que tout le narratif du réchauffement climatique a commencé en 72-73, tiens. Et c'est à ce moment-là, au fond, qu'on s'est rendu compte que le marché du pétrole n'appartiendrait probablement jamais le contrôle à nos banques, qui sont aussi propriétaires des grandes pétrolières. Hein? Ça, il faut comprendre qu'on parle de nos banquiers, mais c'est aussi les grandes pétrolières. Donc, tout le marché de l'énergie est entre leurs mains là, au complet. Donc, si nos banquiers n'auraient jamais le contrôle du marché du pétrole, c'est là qu'ils ont commencé à se dire il va falloir trouver un plan B à un moment donné. Et le plan B, à l'époque, ce qu'on a dit, au fond, c'est qu'on va transiter vers une source d'énergie comme l'électricité. Je pense qu'à l'époque, ils se sont dit qu'un jour, peut-être, on va être capable de faire voler des avions et on va être capable de transporter des marchandises sur des cargos, des super cargos qui fonctionneraient à l'électricité. Mais ça n'est pas arrivé. On se rend compte que l'électricité n'est pas une bonne source alternative au pétrole. Donc, avec le temps, c'est en train de se modifier. Tout ce narratif-là est en train de se modifier. Mais c'est à la commission trilatérale, donc, qu'on a pris toutes ces décisions-là par rapport au réchauffement climatique. C'est là qu'on a créé de toutes pièces et qu'on l'a fait rentrer dans les écoles. Al Gore était membre de la commission trilatérale, comme par hasard, et toute cette gang-là. Mais ça a été pris en charge par cet organisme-là. Et quand on parle de l'agenda 2021 en premier, puis de l'agenda 2030 maintenant, c'est la commission trilatérale qui est à la tête de ces trucs-là. Donc, si on comprend bien, en tout cas, au niveau de la fabrique de l'information pure, les médias, là, on est dans le côté de la commission aux affaires étrangères, c'est ça? Oui, puis si on regarde, tu sais, je disais qu'il y a à peu près 5000 membres, là, bon an, mal an. Ben, en réalité, on se rend compte que toutes les têtes des conglomérats médiatiques sont tous présents à l'intérieur du CFR. La plupart des lecteurs de nouvelles ou des journalistes les plus connus sont membres du CFR aussi. Tu sais, on se rend compte que, puis il y a des producteurs d'Hollywood qui sont membres du CFR aussi. Tu sais, je pense que ce qui est important aussi de comprendre, je vais essayer d'en parler rapidement, là, je vois le temps filer, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fond, on a
on a eu la multiplication des médias pendant les années 70, autant au niveau des journaux que des télévisions et tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chaînes et ça allait dans toutes les directions pendant une vingtaine d'années. Et on s'est rendu compte que plusieurs scandales, d'ailleurs, ont éclaté parce qu'il y avait des médias qui étaient indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour régler ça? En 1988, on a commencé à réunir à l'intérieur de seulement 6 conglomérats tous les médias. Ils sont mis à acheter tous les médias. Donc, entre 90 et 90, 88 et 90, tous les médias ont été là. Et là, on parle journaux, magazines, télévision, compagnies de production, la plupart des maisons d'édition. Ils se sont tous retrouvés là, ce qui permettait, au fond, de pouvoir contrôler tout le narratif médiatique à partir de 6 têtes. Et ces 6 têtes-là sont tous présents au CFR. Donc, ils sont présents avec qui au CFR? Avec les banquiers, avec les militaires, avec la CIA et tout ça. Et donc, on brasse tout ça et on se rend compte que c'est là où on peut créer tous les scénarios à volonté selon les besoins géopolitiques, selon l'agenda. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple hyper concret, là, parce que tu nous as parlé de quelques producteurs d'Hollywood. Dans ton livre, donc, tu nous parles, j'ai noté quelques noms. Disney, Warner Bros, Paramount Pictures, Pixar et Universal Pictures, il y en a plein d'autres, parce que il y a plein de dessins, c'est bien expliqué dans ton livre. Donne-nous un exemple concret, comment ça fonctionne alors? On fait quoi? Bien, je vais donner un exemple qui est plus loin dans le livre, mais qui est vrai, qui est très cool. OK? Moi, je suis un fan de films de guerre. OK? J'ai vu beaucoup, beaucoup de films de guerre. Et c'est pas parce que j'aime la guerre, mais j'ai une fascination, puis ça remonte à ma fascination pour la Deuxième Guerre mondiale. Ben, si on regarde là, les films de guerre entre 1970 et 1980, on parle de 1990, OK? Là où les médias se multipliaient et où les sources, les producteurs étaient beaucoup plus indépendants qu'aujourd'hui. Mais si tu regardes tous les films de guerre, là, il y en a plein de ces films-là qui, au fond, sont complètement contre le patriotisme américain. Tu regardes tous les trucs du Vietnam, Apocalypse Now, The Deer Hunter, je veux dire, il y en a plein là, comme ça, là, Hamburger Hill, où on montrait dans le fond tous les dérapages de l'armée américaine, tout ce qui s'est passé pendant le Vietnam et qui était une horreur. Mais si tu regardes des films comme Under Fire, Salvador aussi, on parle des années 80, là, et c'est des films qui montraient les dérapages des agents secrets américains de la CIA en Amérique centrale, au Nicaragua, au El Salvador et tout ça. Ça fait ça, tous ces films-là, tu regardes ça, puis c'est choquant parce que tu regardes aujourd'hui, puis tu te dis, OK, mais c'était l'horreur totale, mais tu vois les vraies manipulations à l'intérieur des films. Ce n'est plus possible. Parce que ce qui est arrivé, donc, avec la concentration des médias entre 88 et 90, bien, toutes les compagnies de production de cinéma ont été achetées par ces conglomérats-là et on a commencé à contrôler le narratif complètement. Donc, à partir de 90, et c'est le choc le plus total là, entre les films des 20 années précédentes et jusqu'à aujourd'hui, à partir de 90, tous les films américains sont tombés dans un narratif de patriotisme, de justice, de défense de la démocratie, là, peu importe ce que c'est. Okay? La liste de Schindler, le soldat Ryan, Zero Dark Thirty sur la fameuse assassinat de Ben Laden. Tu sais, là, on tombe tout dans un narratif qui est créé de toutes parts. Pearl Harbor, je veux dire, Pearl Harbor, qu'on sait qu'il n'était pas une attaque sournoise du Japon, qu'on sait qu'il savait exactement quand ça aurait lieu, tout ça. Ben, Pearl Harbor est sorti en 2001, en juin 2001, et c'est arrivé avec la même histoire officielle qu'on nous enseigne encore dans nos livres d'histoire et qui pourtant a été prouvée comme fausse en cour martiale américaine. Mais tu vois là, tout de suite là, le clash énorme là, qu'il y a eu au cinéma entre 88 et 90. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment serré la vis depuis 90 au niveau des médias. Il y a à peu près, c'est rendu très hermétique, très homogène. Popular Mechanics va dire la même chose sur le réchauffement climatique.
que le Washington Post, va dire la même chose que la BBC, va dire, non, ils vont non seulement dire la même chose, ils vont même sortir les mêmes articles parfois. Tu sais, si tu veux, quand tu tombes sur un article de temps en temps où on va te parler d'un ours polaire qui est en train de mourir sur une calotte glaciaire et c'est à cause du réchauffement climatique. Puis là, tu vois la nouvelle sur la BBC, tu fais une petite recherche sur Google, puis tu te rends compte qu'il y a 500 médias dans le monde qui ont exactement le même article de journal avec la même photo de l'ours polaire qui est mourant et qui est en train probablement de mourir d'une maladie ou de vieillesse. Là, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Mais on a créé cette histoire-là, on la distribue partout et c'est hermétique, homogène, on ne peut presque pas s'en tirer, sinon aller fouiller sur Internet. Tu nous as parlé aussi dans d'autres vidéos de l'agence France Presse, Reuters et le troisième. Ben, ouais, c'est surtout ces deux-là, de toute façon, là, qui sont les principales. Dans le fond, eux sont aussi contrôlés par, tu sais, quand je parlais d'organigramme, là, ben, au niveau des médias, on dicte à ces gens-là, on remplit de nouvelles qu'on crée de toutes pièces là, pour notre narratif géopolitique, la même chose. Et je pense, en tout cas, ça c'est à vue de nez, mais je pense que c'est probablement un département de la CIA où on crée ces nouvelles-là pour, après ça, les envoyer à travers l'agence France Presse et à travers Reuters et distribuer à tous les médias du monde la grande nouvelle. Donc là, on est toujours du côté de la Commission aux affaires étrangères. Toujours là, on est toujours là. Oui. Puis, tu sais, les Rothschilds avaient compris, là, quand ils avaient acheté Reuters dans les années 20, puis aussi William Randolph Hearst, qui était un magnat de la presse, Citizen Kane, dans le fond, c'est le sujet de Citizen Kane, ben, lui aussi était complètement contrôlé à l'époque par les mondialistes, ce qui fait que on voulait bien qu'il y ait des grands magnats de la presse comme ça qui achètent tous les journaux parce que tu avais une seule personne à contrôler pour te retrouver avec la même nouvelle partout, tu sais. Et il y avait une ligne formidable dans Citizen Kane, au fond, qui disait si vous voulez votre guerre à Cuba, ben je vais vous la donner, tu sais. Puis lui, il est à la tête de la presse, là. Celui qui dit ça. Tu nous dis dans ton livre, le CFR, donc le Conseil des relations étrangères, à deux gros pans, contrôle de la pensée avec la propagande. Et j'ai noté le maintien du lien direct entre les recommandations politiques de leur conseil et Washington. Oui, en fait, il y a beaucoup d'anciens commandants militaires qui sont membres du CFR. Puis, comme ils sont liés aussi avec la CIA directement, là, en fait, la CIA prend ses ordres directement du CFR. On le sait, encore là, je l'ai déjà nommé, mais par Kevin Shipp, qui a été vraiment le lanceur d'alerte probablement le plus important dans les dernières années. C'est lui qui a tout dévoilé, toute cette chaîne de commandement-là, au fond. Et c'est là qu'on a su, pour sûr, deux choses, c'est-à-dire que la CIA ne répond pas du tout du gouvernement, d'aucune façon, du gouvernement américain, et aussi que la CIA chapeautait toutes les autres agences de surveillance et de sécurité américaines. Donc, c'est là où, quand on dit que la CIA n'œuvre qu'à l'extérieur des États-Unis, ben, le FBI est un département de la CIA, donc on ne peut plus dire ça en réalité. Et donc, c'est grâce à Kevin Shipp qu'on connaît tous les rouages de ça. Et la CIA a des spécialités pour à peu près tout. Là. Pour le contrôle de la pensée, ça a été un département, et c'est encore un département qui est important, mais il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, on va en reparler dans d'autres chapitres, mais de recherches qui ont été faites sur le contrôle de la pensée à travers des trucs comme MKUltra, entre autres. Là. Mais ils ont des départements qui sont carrément journalistiques. Tu sais, on dit, quand j'ai écrit la déprogrammation, j'avais trouvé une source qui disait qu'il y avait environ 500 agents de la CIA qui étaient dans les différentes salles de presse, de journaux et de télévision aux États-Unis, et que même certains lecteurs de nouvelles étaient carrément des agents de la CIA, payés par la CIA. Donc, on se rend compte de l'importance, dans le fond, de la transmission entre le CFR et la CIA et les médias. Et le CFR, évidemment, qui maintient tout l'agenda géopolitique militaire,
et qui va, lui, le transmettre plus au Pentagone, probablement, et au ministère de la Défense américain. Genre, voici ce qu'on veut faire dans tel pays. Et vous allez le faire, vous allez nous aider à le faire. T'sais. Quand vient le temps d'attaquer l'Irak, ben on va on va faire une fausse conférence de presse sur des faux missiles de destruction massive et et les médias vont en parler partout. Et là, on va aller attaquer l'Irak. Quand bien même on ne trouvera pas de missiles, c'est pas très grave, on s'excusera plus tard, mais on aura détruit l'Irak à volonté, on aura tassé Saddam Hussein de là. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de s'excuser. Tu sais, Sylvain, comme les gens oublient. Tu parlais de Brzezinski tout à l'heure, qui, en tout cas les amis qui n'avaient pas vu cette vidéo sur la fabrique du consentement que Pascal aussi a excellemment bien monté, c'est lui qui a apporté son concept du tititainment, où on divertit les gens, les abrutissant avec des programmes complètement ahurissants. Je pense aussi à tous ces trucs de Real TV, je sais pas, vous avez sûrement ça aussi au Québec. En France, il y a les Marseillais, là, ces trucs-là, mais hallucinant. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je disais, c'est pas possible, c'est un canular. Mais en fait, il y a vraiment, c'est tellement dingue qu'en fait, tu es dans une espèce de Sunday mental, je sais pas, un truc de crème bizarre, et puis tu oublies. Donc, c'est ça qui est magique, en fait. Ben, Brzezinski, tu sais, dans ses fabulations sur l'histoire, ses fabulations approximatives sur l'histoire, il y a quand même un intérêt pour la chose historique, là, militaire. Et il avait très, très bien compris ce que les Romains disaient quand ils parlaient du pain et des jeux. Et c'est absolument ça, c'est-à-dire qu'on va vous donner à manger et on va vous entertainer. Et grâce à ça, vous allez regarder ailleurs quand nous, on fait nos trucs. Et vous allez nous écouter quand on vous demande de vous parler. Et dans le fond, c'est de désintéresser les gens de tout ce qui est politique en réalité. Et si on les désintéresse de ce qui est politique, de ce qui est actualité internationale, tout ça, ben à ce moment-là, tous ces gens-là peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, impunément. Et Brzezinski était un maître dans cet art-là, de divertir les gens et de regarder ailleurs pendant que moi, je crée Al-Qaïda en 88. Bon, bah écoute, je crois tu nous as planté le décor. Hein. On a fait le tour de ces trois princes du pognon, comme tu les appelles. Oui, c'est les princes qui gardent le pognon, tant qu'à moi. C'est le gouvernement dans l'ombre. C'est ce qui détermine nos vies de manière générale depuis 1973. C'est ces trois groupes-là qui se divisent le travail. Ouais. On va se retrouver dans le prochain épisode sur le chapitre 3 que tu as nommé un siècle vicieux. En quelques mots, tu peux juste nous dire de quoi ça parle? Ben, le siècle vicieux, en fait, c'est que comme on nous a contrôlé de toutes parts le narratif, parce qu'on l'explique déjà depuis un bout, ben, on va commencer à regarder dans le fond qu'est-ce qu'on nous a caché de crucial depuis un siècle et qui fait que le monde d'aujourd'hui en est où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'on nous a caché et qu'on aurait dû savoir à l'époque. Et parce que la déprogrammation a aussi un volet historique. Ben ça, c'est le premier des volets historiques de la déprogrammation, dans le fond. Ouais. Et ce qui sera intéressant, c'est de savoir comment cette désinformation a été vendue dans l'esprit des gens, donc de vos ancêtres, de nos ancêtres, pour qu'on arrive aussi à la fabrique de leur consentement à ce moment-là. Voilà. Parce que tout le monde nous dit, on parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale à l'école, il y avait quand même des résistants. Enfin, en fait, dans l'inconscient collectif, on s'est dit l'autre jour, bah tiens, probablement que les gens, la majorité des gens aujourd'hui pensent qu'il y avait beaucoup de résistants à la Seconde Guerre mondiale, alors que pas du tout. Non, c'est ça. Et mais c'est ça. Et comment était l'information aussi à ce moment-là? Comment on a fait? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se scandalise, oh là là, mais on flanquait les Juifs dans des trains, etc. Mais en fait, sur le moment, les gens ne faisaient qu'obéir à des ordres, en fait, pour eux. Voire rendaient service à la nation, parce que ça, c'est encore autre chose. Donc, comment on en arrive là, en fait, hein? C'est tellement plus simple et tellement plus intelligent après. Alors, en tout cas, moi, je me réjouis que tu nous expliques tout ça.
Puis je vais commencer aussi par le prochain chapitre par raconter une histoire qui est super importante. J'ai évoqué Citizen Kane tantôt. Le réalisateur Orson Welles a fait quelque chose de vraiment très important, plus important que Citizen Kane en 1938. Puis je vais commencer par raconter cette histoire-là parce que, au fond, ça vient expliquer à peu près tout ce qui se passe avec les médias depuis. Bon, ben, c'est noté, le rendez-vous est pris. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup pour, comment dire ça? Tu as ce don de nous parler de choses hyper flippantes, Ouais. complètement énervantes. On a envie Ouais. de tout casser au départ dans le concept, mais toi, tu arrives à nous le faire passer et puis on arrive à manger un bon plat de pâtes comme ça en t'écoutant. Ben, mais ce que je dis tout le temps, c'est dans le fond, à partir du moment où tu comprends les choses, ben oui, c'est choquant, mais en même temps, c'est bien plus choquant de savoir que tu comprends rien. Donc, pour moi, là, à partir du moment où tu comprends les choses, la connaissance, dans le fond, c'est le début de la rédemption, c'est le début du nouveau monde pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est réjouissant là, de savoir que non, on ne te la jouera plus, on ne te le fera plus. Là. Tu te feras Les plus prendre. amis, vous faites partie de ceux à qui on ne la fera plus. Voilà. En tout cas, vive le nouveau monde, mais c'est vrai, on est là pour construire ce nouveau monde ensemble. En tout cas, merci beaucoup Sylvain. Et puis à vous qui êtes aussi fidèles, continuez de partager ces vidéos, continuez de les commenter, de les télécharger, repostez-les sur YouTube, mettez-les à fond partout, on va les embêter jusqu'au bout. Il faut que les gens sachent comment on fabrique leur consentement et ça se fait pas en 2 minutes et en 3 lignes. Il y a déjà eu 17 capsules sur Guerre et mensonge, il va y en avoir plus ou moins la même chose avec la déprogrammation. Le 3e livre sur la fabrique de la fausse science sera plus ou moins la même chose. Enfin, vous imaginez le nombre d'heures. Mais on rattrape le temps perdu, Sylvain. On nous a pas appris ça à l'école. Alors on prépare les gens pour l'avenir, de toute façon. Mais de toute façon, ils ont couru après leur queue et ils sont en train de manger leur propre queue en ce moment avec ce qui est en train de se passer. Parce que l'éveil, on le sait, là, c'est très, très, très avancé. Et maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde, ou à peu près, est ouvert maintenant à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, retrouvez tous les liens utiles pour vous, pour retrouver Sylvain, ses livres, etc. dans le descriptif de cette vidéo. Merci pour votre fidélité et merci en tout cas pour votre soutien à toutes et à tous. À très vite. Salut Sylvain. Bye, bonjour les amis. Ciao. Ciao, ciao.